Bonsoir. Le goitre est une masse que l'on observe au niveau de la gorge de certaines personnes. Et c'est justement cette affection qui retient notre attention ce soir dans la première partie de Santé d'abord. Et en deuxième, notre invité du jour nous aidera à comprendre les causes de ce mal et surtout sa prise en charge. Dans la seconde partie, nous évoquerons les soins à apporter aux personnes fragiles, surtout en cette période de mousson. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver tous les mardis dans ce programme dédié à la santé et au bien-être de tous. Et pour parler du goitre ce soir, je suis au studio avec le professeur Batoguereo Amana. Il est otorino-laryngologiste et chef service ORL et chirurgie cervico-faciale du CHU Sylvanus Olympio. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Santé d'abord ce soir. Merci. C'est également un plaisir pour moi de me retrouver à vos côtés pour éclairer nos populations en ce qui concerne le goitre. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et nous démarrons ainsi l'émission de ce soir. Le goitre, qu'est-ce que c'est pour le citoyen lambda? Nous avons posé la question à la population à travers un micro-trottoir. Voici quelques réponses recueillies pour vous. Le goitre, c'est quand on mange de sel, ça cause ça. La soeur de ma mère avait eu ça. Mais ma mère me disait que c'est ça qui l'avait causé. Il mangeait beaucoup de sel avant, depuis son enfance. Mais quand il s'est grandi là, grâce à la chose là, s'est développée dans son cœur, la chose s'est sortie. Le goitre, bon, il y a un sénat qui a été bon, il va traiter les globaux de l'amour, le congé. Le traité. Bon, bon, on et donc on a un va ina on y pas mais que dina ko tinyi nyang ke cause na goitre yo tinyi nde ko itena ekolomena mo tena kolomena mo ka o se ba me o opérer na mero ndi si amero e wa mo so bi feme va ko va le sian ba le po o opérer o ke egbe ni ngba po egbe a ne bi nu ngba lo la ko be o we opérer va njoku va la ko cicatrice à le fond va po be déjà c'est bon ou par rapport au belé que belé. Et voici ainsi planté le décor de l'émission de ce soir, professeur Amana. Avant d'aborder le sujet lié au goitre, le goitre aurait un lien étroit avec la thyroïde, n'est-ce pas, professeur? Merci, madame. Le goitre, généralement, c'est une augmentation du volume de la glande thyroïde. C'est l'augmentation du volume de la glande thyroïde. Et elle ne nous dit pas qu'est-ce qui est à l'origine de l'augmentation. Et la thyroïde même, qu'est-ce que c'est en soi? La thyroïde, c'est cette glande située au niveau du cou qui sécrète des hormones qu'on appelle des hormones thyroïdiennes. Et ces hormones interviennent dans la croissance de l'enfant. Elles interviennent également dans la digestion, le développement des os et également le métabolisme de tout l'organisme. On dirait que c'est de l'essence pour l'organisme. Donc c'est un organe vital pour le corps humain? C'est un organe qui est vital. Pour le fonctionnement du corps humain? Oui, il est très vital pour le fonctionnement du corps humain, puisque quand on enlève la glande thyroïde, on est obligé de donner aux patients les substrats de ces hormones pour éviter qu'il y ait des complications sur le corps de ce patient. Et cette thyroïde est peut-être aussi sujette à certaines maladies. Et c'est toutes ces maladies que vous réunissez sous le nom de goitre ou comment? Oui. Le goitre est un terme impropre qui dit tout simplement qu'il s'agit d'une augmentation du volume de la glande thyroïde. Elle ne nous dit pas qu'est-ce qui est à l'origine de l'augmentation de cette glande thyroïde. Quelles sont les causes des maladies qui peuvent être liées à la thyroïde? Merci pour la question. La première cause de l'augmentation du volume de cette glande thyroïde qui va dans le goitre, c'est le manque d'iode au niveau de l'alimentation. Et pourtant, la population, certains concitoyens disaient tout à l'heure que c'est plutôt l'augmentation et la consommation excessive d'iode qui serait à la base du goitre. Donc, c'est tout le contraire. Non, c'est tout le contraire. D'accord. Quand on dit sel, généralement, le sel contient une substance qu'on appelle iode. Donc, c'est l'iode qui rentre dans la fabrication des hormones thyroïdiennes. C'est ça qui permet à l'organisme maintenant de fabriquer les hormones qui vont permettre de participer
aux différents mécanismes de l'organisme. Donc c'est son absence qui entraîne généralement une augmentation du volume. L'augmentation du volume dans les goitres endémiques est due au fait que, comme l'organisme manque d'iode, l'élément iode qui va circuler dans le sang, ça va permettre de le capter rapidement pour fabriquer les hormones thyroïdiennes. Quelles peuvent être les maladies dont peut souffrir justement notre glande thyroïde? C'est ça. Au niveau de la glande thyroïde, il y a d'abord l'augmentation du volume qui sera à l'origine de la compression au niveau de l'arbre respiratoire et l'arbre digestif. Donc vous allez voir des patients qui vont vous dire j'ai des difficultés pour respirer avec son goitre ou parfois j'ai des difficultés pour avaler. Ça sont des complications mécaniques. Il y a également les complications fonctionnelles. Parfois cette augmentation du volume de la glande thyroïde est sujette à une production importante des hormones de la glande thyroïde. Et c'est ce que vous appelez l'hyperthyroïdie? C'est ce que nous appelons hyperthyroïdie. Ce qui va entraîner des réactions au niveau de l'organisme, puisque les hormones thyroïdiennes interviennent dans le métabolisme. Maintenant, la réaction sera excessive. Donc, c'est ce sujet que vous allez voir hyperactif, nerveux, avec des sudations au moindre mouvement. Et professeur, les femmes seraient 3 fois plus exposées ou plus sujettes au goitre ou à une maladie liée à la glande thyroïde que les hommes. Comment comprendre cela, surtout à partir de la période de ménopause? C'est ça. Oui, cela se comprend parce que il y a l'oestrogène qui stimule la survenue des goitres. L'oestrogène que la femme sécrète pendant sa période préménopause. Pendant sa période d'activité sexuelle, il y a une production de l'oestrogène qui va également stimuler l'augmentation du volume de la glande thyroïde. Mais il y a également le manque d'iode chez la femme. Vous savez que la femme, généralement, en période avec ses menstruations, il y a une perte de sang. Donc, ce qui fait qu'il faut une quantité plus importante pour compenser cette perte de sang. Et également, la femme, au cours de la grossesse, vous avez le bébé qui aura besoin des hormones thyroïdiennes. Donc, il se crée un déficit chez la femme enceinte. C'est ce qui fait que justement, il y a des programmes où il y a des supplantations en iode chez la femme enceinte. Et il y a également au cours de l'allaitement. Au cours de l'allaitement, vous avez la femme qui aura beaucoup plus besoin de l'iode pour pouvoir fabriquer ses hormones thyroïdiennes pour compenser les pertes en énergie que l'enfant prend chez elle. Donc, c'est ça qui explique, puisque la femme a plus besoin de l'iode que les hommes. Donc, c'est ce qui fait que la glande thyroïde, voulant capter le maximum d'iode dans le sang, est obligée d'augmenter de volume pour pouvoir capter l'iode. Bon, en dehors de ce phénomène maintenant, il y a, comme tous les tissus, il y a la glande thyroïde qui peut elle-même développer une tumeur à son endroit, comme on développe ça au niveau des muscles, comme un peu partout dans l'organisme. Et c'est ça qui conduit au cancer de la thyroïde? Ouais. Quand c'est l'organisme, il fabrique, ça peut être une tumeur bénigne ou ça peut être un cancer. Nous y reviendrons au cours de cette émission. Mais la thyroïde aussi peut être sujette à certaines infections. Oui. Et qu'est-ce qui peut provoquer ces infections, professeur? C'est ça. En dehors des goitres communément qui dit endémiques, la thyroïde peut être sujette à des infections. On peut avoir un abcès au niveau de la glande thyroïde, dont la glande même est abcée. Il y a un microbe qui est rentré là-bas et ça donne un abcès. On peut avoir également une infection d'origine immunologique. Donc, l'organisme va fabriquer des anticorps qui vont aller stimuler la glande thyroïde. C'est ce qu'on observe déjà dans la maladie de Basedow et dans les maladies d'Hashimoto. Ce sont des termes spécialisés qui désignent un type d'inflammation de la glande thyroïde. C'est-à-dire qu'il y a des anticorps qui viennent stimuler la glande thyroïde, ce qui va entraîner une augmentation du volume. Et cette augmentation du volume, c'est ce qu'on appelle le goitre. D'accord. Vous êtes chef service ORL du CHU Sylvanus Olympio. Est-ce que vous recevez beaucoup de cas, beaucoup de personnes qui souffrent justement du goitre?
Oui, nous recevons beaucoup de personnes. Par exemple, les années 2002 et 2001, l'intervention la plus pratiquée dans le service d'horaire du CHU Sylvanus Olympio était les interventions sur les goitres. Donc, c'est pour vous dire que ça prend un peu de l'ampleur. Et il est bien certain que c'est le seul service pratiquement dans le pays qui prend en charge de ces goitres. Ça peut expliquer le nombre élevé de patients qui viennent pour les thyroïdectomies. Est-ce qu'au Togo, il y a une zone, ou une localité où vous observez, vous en tant que spécialiste, vous observez qu'il y a plus de cas, des cas qui viennent à vous, il y a plus de cas venant de ces régions spécifiques, des cas liés justement au goitre? Oui, généralement, ce sont les régions montagneuses ou qui sont éloignées de la mer. Donc, quand tu prends la région des plateaux, vous avez la région des savanes et la région centrale et également un peu dans la région de Kara. C'est des habitants qui résident en hauteur, donc qui utilisent moins le sel iodé. Donc, ils sont appelés à développer les goitres à long terme. Mais on en rencontre maintenant un peu partout maintenant. Même à Lomé, on rencontre des cas de goitres qui ont d'autres étiologies, pas forcément les goitres endémiques. Ça veut dire qu'il y a d'autres étiologies, ça veut dire qu'il y a d'autres causes. Oui, il y a d'autres causes. Par exemple, en dehors du manque d'iode, qui est la première cause, il y a parfois un sujet peut consommer normalement de l'iode, mais comme il y a une prédisposition familiale à développer des goitres, il peut développer un goitre. C'est comme une tumeur, quoi. Donc le goitre peut être aussi une histoire de famille. Oui, ça peut être une histoire de famille. Il y a des familles qui font des goitres. D'accord. Donc quand le papa ou le grand-papa a eu le goitre, l'enfant peut être susceptible ou l'enfant est prédisposé à faire le goitre. Oui, il peut être prédisposé à faire le goitre, ça dépend de l'étiologie. Si c'est un goitre familial, il peut le faire. Mais si c'est un goitre dû au manque d'iode, s'il lui consomme normalement l'iode, il ne va pas développer de goitre. Consommer l'iode aussi nous amènerait à... Est-ce que ça ne peut pas amener à l'hypertension? Puisqu'on nous dit aussi que la consommation excessive de sel amène à l'hypertension. Maintenant, le manque aussi nous expose au goitre. C'est un peu compliqué, professeur, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas compliqué. Puisqu'en fait de compte, on a commencé par ioder les sels dans le but de diminuer l'incidence des goitres. Donc tous les sels ne sont pas iodés? Actuellement, au Togo, tous les sels sont iodés. Et au Ghana, c'est dans une région au Ghana où les sels ne sont pas iodés. Et entre-temps, je crois que le ministère de la Santé avait mis un programme pour contrôler les sels sur les marchés au Togo. Et généralement, c'est les sels qui provenaient d'une zone du Ghana qui ne contenaient pas de l'iode, dont on interdisait leur commercialisation au Togo. Est-ce qu'on peut reconnaître ces sels juste à vue d'œil? Est-ce que ces sels ont une ou des particularités? Non, les sels n'ont pas de particularité. Ce n'est pas du sel blanc, un peu plus... Donc ça n'a aucune particularité? Ça n'a aucune particularité. Il faut des tests pour voir si ça contient de l'iode ou pas. D'accord. Sinon, ce que vous venez de dire, c'est ce que, entre-temps, au sein de la population, on disait que les sels blancs, là, c'est les sels qui ne contenaient pas de l'iode et que les sels roux contenaient de l'iode. Mais non, il n'y a pas de relation. C'est le sol dans lequel on a exploité qui va déterminer la couleur du sel. D'accord. Alors, dites-nous, professeur, quels sont les signes liés au mauvais fonctionnement de la glande thyroïde? Généralement, quand la glande augmente de volume, au début, c'est qu'elle-même, elle manque d'iode. Donc, elle augmente de volume pour pouvoir capter le maximum d'ion iode qui circule dans le sang. Donc, dans ce cas, c'est juste une augmentation du volume du cou. Et en palpant, bon, le goitre, il est homogène, il ne contient pas une masse dedans. Donc, c'est ce qu'on appelle hyperplasie de la glande thyroïde. Mais quand cet état de fait dure, il commence par se former maintenant des nodules. Et quand un nodule est formé, même quand vous donnez de l'iode, il ne peut pas régresser. Alors qu'au début, dans les hyperplasies, dès que vous donnez les solutions iodées, la glande diminue de volume.
Donc, quand le nodule se forme, lui, il évolue indépendamment. Donc là, il va augmenter de volume. Au départ, il va poser un problème esthétique. Parce que quand tu vas marcher, on te dira, mais qu'est-ce que tu as au cou? Qu'est-ce que tu as là-bas? Donc, le problème esthétique, c'est ça qui va amener les patients à consulter. Maintenant, si le patient ne consulte pas, le volume va augmenter. Et en augmentant, ça peut commencer par comprimer maintenant tout ce qui est au niveau du cou. C'est-à-dire l'arbre respiratoire, la trachée, il va avoir des difficultés pour respirer. La dysphagie, c'est-à-dire qu'il aura des difficultés à avaler les bols alimentaires. Parfois, ça va comprimer les gros vaisseaux du sang et il peut vous dire qu'il a les maux de tête ou parfois compression locale, il a des difficultés à tourner le cou. Parce que le sang ne circule pas normalement. Oui, le sang ne circule pas parce que ça comprime les gros vaisseaux du cou. Maintenant, si à cette étape, il a la chance d'être opéré, donc le problème serait réglé. Mais dans certains cas, ce que nos populations ont longtemps ignoré, c'est que ce goitre, au départ, qui est là-bas, qui comprime seulement, peut dégénérer en cancer. Et quand ça dégénère en cancer, c'est que ça va envahir tout l'organisme. C'est ça la grande difficulté. Mais heureusement que ces cancers-là ne courent pas les rues, mais ça existe. Dans nos études, nous avons trouvé 7% de cancer de la thyroïde chez les goitres. Alors, professeur, vous avez parlé d'hyperthyroïdie qui est liée à un fonctionnement excessif de la glande thyroïdie. Il y a aussi l'hypothyroïdie. Comment on définit l'hypothyroïdie? Ça, vous ne l'avez pas défini. À une diminution de la quantité des hormones thyroïdiennes. Et maintenant, les symptômes liés à l'hyperthyroïdie sont-ils les mêmes que ceux liés à l'hypothyroïdie? Non, ce ne sont pas les mêmes, c'est pratiquement le contraire. Lorsque vous êtes en hyperthyroïdie, comme je venais de le dire, c'est un sujet qui est hyperactif, la tension monte, le cœur bat, il transpire. Dans le cas d'hypothyroïdie, c'est le contraire. Vous allez trouver un patient qui est apathique. Il est lent dans ses mouvements, avec parfois des œdèmes au niveau des pieds. Et quand c'est chez un enfant, il y aura un retard de croissance au niveau physique comme intellectuel. Oui, c'est des petits enfants qui sont crétins. Ceci dit, même les tout petits enfants peuvent souffrir du goitre. Oui, les tout petits enfants peuvent faire le goitre si il a une maladie qui empêche l'absorption du sol ou il réside dans une zone où il ne consomme pas de l'iode, il peut développer un goitre. Et même chez les tout petits enfants, les symptômes sont-ils les mêmes? Ou bien comment un parent peut savoir que son enfant fait le goitre? Bon, pour savoir si un enfant fait le goitre, déjà à la naissance, à partir de l'allaitement, la maman allaitant l'enfant, donc l'enfant va utiliser de l'iode de l'enfant. Donc chez le tout petit, on ne voit pas. Maintenant, c'est quand l'allaitement va s'arrêter qu'on va remarquer que vous allez voir un enfant qui commence par avoir des œdèmes au niveau des membres. Il y a un épaississement d'un membre. Les membres inférieurs? Un membre inférieur. Les pieds qui s'enflent alors? Ouais. Et il devient chrétien, il ne grandit pas en taille. Il est petit et dans son comportement, il est lent. Au niveau des gestes, lui, il a une lenteur à réaliser de ses gestes. Donc, ce sont des signes qui doivent alerter les parents à réagir ou à consulter tôt pour régler rapidement le problème et assurer une croissance normale à cet enfant, professeur. D'accord. Mais nous avons rencontré dans vos services une dame essoufflée, et la dernière fois qui marchait à peine. Est-ce que l'essoufflement serait aussi l'un des signes liés au goitre? Quand vous avez un goitre qui est volumineux et qui comprime la trachée, le patient va avoir des difficultés pour respirer. Parce qu'il y a des mots, ça ferme complètement la trachée. Donc, la personne n'arrive pas à aspirer de l'air. Parfois, quand il s'agit des goitres qui hypersécrètent, c'est-à-dire qu'ils produisent plus d'hormones thyroïdiennes, là, il peut s'agir d'une insuffisance cardiaque. C'est-à-dire, le cœur est sollicité par les hormones thyroïdiennes et à la fin, le corps lâche. Et ça peut entraîner une dyspnée. Quand la prise en charge n'a pas été faite à temps, ça peut entraîner des décès. Que ce soit par une hyperproduction des hormones thyroïdiennes, que ce soit la transformation de ce goitre en un cancer. Là, ça peut entraîner la mort.
Maintenant, lorsque ça arrive à l'étape de cancer, il n'y a pas un signe particulier qui alerte aussi le patient? Quand ça dégénère en cancer, c'est l'apparition des signes de compression. Donc, l'envahissement de la trachée, de l'œsophage et l'apparition de la douleur qui vont prouver au malade que ma maladie a évolué en cancer. Là, le goitre commence par faire mal. Il commence par faire mal. D'accord. Alors, cette dame dont je venais de parler nous disait aussi la dernière fois qu'elle a commencé par sentir ses malaises au décès de son époux. Alors, moi, je m'en vais vous poser la question de savoir, est-ce que le goitre peut être aussi lié au stress, professeur Amana? Bon, effectivement, le goitre, puisque comme je vous ai dit, c'est les hormones thyroïdiennes qui interviennent dans le métabolisme de l'organisme. Donc, quand il y a une surproduction des hormones thyroïdiennes, le sujet peut devenir nerveux, moindre geste, il s'enflamme. C'est ce qu'on observe souvent dans la maladie de Basedow. Et c'est ce qui va entraîner une insuffisance cardiaque à la longue. D'accord. Alors, nous abordons notre deuxième sujet de ce soir. Au service ORL du CHU Sylvanus Olympio, nous avons rencontré 2 patients. L'un était en préparation pour le bloc opératoire et le second, lui, en convalescence après une opération chirurgicale. Qu'est-ce qui les a amenés dans ce service et depuis combien de temps ont-ils su qu'ils ont le goitre et qu'est-ce qui les a poussés finalement à venir à l'hôpital pour une prise en charge adéquate? Nous vous proposons leur histoire à travers ce reportage. Kofi, ses conteneurs s'est enfin décidé à subir une opération pour se débarrasser de son goitre. Plus de 27 ans qu'il porte cette maladie, il a découvert quand il était encore très jeune. Au départ, c'était un petit truc. Bon, je n'ai jamais imaginé que ça pouvait prendre cette forme-là. Depuis un certain temps, on me dit que ma voix ne porte pas. Comme la voix a des problèmes, donc elle ne porte pas. Alors je suis enseignant et chef d'établissement. Bon, il faut pouvoir parler à une grande masse, aux élèves. Et si la voix ne porte pas, ça fait problème. Je suis hyper tendu également. Malgré tous les produits qu'on a mis, l'hypertension ne descendait pas. Et d'après les médecins, il y a une forte raison que le goitre soit responsable de cette situation. Donc, ce sont les raisons qui m'ont encore amené à me faire consulter et à décider qu'on l'enlève. C'est la maladie qu'on opère le plus au service d'ortho-rhino-laryngologie ORL du CHU Sylvanus Olympio. C'est l'un des patients opérés du goitre il y a 2 jours. Ça fait 10 ans. Je n'étais pas sorti. Tout récemment, et ça a commencé à me gêner. J'ai des problèmes de respiration avec les maux de tête. Avant même, pour manger, c'était des problèmes. À partir de 22h, là, je ne dors pas. C'est parti pour 5h du matin. On m'a dit d'aller à l'hôpital du Sokodé. C'est de là qu'on m'a dit de venir ici. Je suis venu pour faire l'opération. Quand je suis parti, je les ai présenté les analyses que j'ai faites à Cara. C'est ça qui m'ont consulté d'abord. Moi, je les ai dit que je suis diabétique et hypertendu. Je me sens bien un peu. Parce que ce n'était pas comme avant. D'après les spécialistes, les femmes sont plus victimes de cette maladie, très souvent en période de ménopause. Nous remercions Rita Wassi qui nous a réalisé ce reportage. Professeur Amana, nous sommes de retour sur ce plateau. Ces 2 patients, ces 2 messieurs sont vos patients et vous connaissez leur histoire. Nous n'avons fait qu'un petit résumé. Vous connaissez mieux leur histoire. Avez-vous quelque chose à ajouter à tout ce qu'ils viennent de nous dire? Moi, j'ai retenu 2 choses. Le problème respiratoire. Il a dit qu'il est diabétique. Bon, vous avez déjà parlé, on suppose que la voix qui ne porte pas chez l'enseignant est due aux faisceaux qui sont comprimés par le goitre. Alors vous, en tant que médecin de ces patients,
Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le cas de ces deux messieurs? Merci, madame. Chez ces deux messieurs, bon, le premier, il parlait d'une compression, il avait des difficultés, la voix ne portait pas. Puisque généralement, le nerf qui est responsable de la voix passe sous la glande thyroïde. Donc, quand la glande thyroïde augmente de volume, chez certains, ça comprime le nerf là. Donc, ce qui entraîne un problème de la phonation. Le nerf ne va pas bien fonctionner, ce qui va entraîner une phonation. Parfois, le goitre, il peut s'infecter. Quand il s'infecte, il augmente de volume, c'est ce qu'on appelle surmute, et ça peut donner des difficultés respiratoires. C'est le cas du second patient qui dit qu'il allait à Sokodé, Kara, il est revenu à Lomé, on l'a intubé. Il est venu à Lomé au moment où il avait fait l'infection de la glande. Donc, quand il y a une infection, il y a une augmentation brusque du volume qui devient inflammatoire et qui comprime vraiment la trachée et l'œsophage. Donc, dans ce cas, il faut intervenir rapidement, sinon vous pouvez perdre le patient. Donc, le second est venu dans le cas où il avait des difficultés respiratoires, on est obligé de l'amener à la réanimation, l'intuber, mettre en route un traitement avant de le ressortir et enlever le goitre. Il a dit aussi qu'il est diabétique. Est-ce que son diabète est ou peut être lié à son goitre? Oui, ça dépend. S'il y a une surproduction des hormones thyroïdiennes, ça peut entraîner les usances cardiaques, de diabète, tout. Ça peut provoquer tout ça. D'accord. Venons maintenant au diagnostic. Est-ce qu'on peut faire un autodiagnostic? Ou bien le diagnostic, il se fait toujours par un spécialiste? Non, le diagnostic de goitre, n'importe qui peut le faire. La preuve, c'est que la plupart des patients qui viennent actuellement, ils disent « Ah, c'est ma maman qui regardait mon cou. Elle m'a dit qu'il y a quelque chose là-bas et je suis venu à l'hôpital. » Ça, c'est quand le goitre prend déjà du volume. Oui, des fois, la petite taille, le fait de soulever la tête, on voit qu'il y a une boule là-bas. Ouais. Donc, on dit de venir à l'hôpital. Donc, c'est souvent ceux qui sont à Lomé, ça. Mais quand tu es dans nos campagnes, on va te dire que la maladie, ta grand-mère avait ce problème, donc tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital, que ça ne fait rien. Sinon, généralement, c'est un diagnostic qui se fait à l'œil nu. Quand tu regardes la personne, tu sais, ah, il y a quelque chose au cou. Ou quand la personne, elle se mire, tu regardes qu'il y a quelque chose au mur. Et comme j'ai l'habitude de le dire aux femmes, elle dit, ah, c'est mon mari qui a vu ça. Je lui pose la question, toi-même, tu ne te mires pas? Puisque la plupart des femmes, c'est au miroir qu'elles découvrent qu'il y a une déformation au niveau de son cou. Donc, le diagnostic de goitre est très facile. À l'inspection, on voit le diagnostic. Mais parfois, il y a les autres types de goitre, par exemple, celles qui produisent beaucoup les hormones thyroïdiennes. Dans ce cas, c'est les troubles du comportement qui fait qu'on pose le diagnostic. Donc, c'est-à-dire, tu vas voir, par exemple, la nervosité, il devient nerveux, la tension monte, et parfois, c'est les yeux qui deviennent écarquillés, quoi, qui sortent de l'orbite. C'est ce qu'on appelle exophtalmie. Donc, c'est ça qui oriente vers le diagnostic. D'accord. Nous venons de le savoir ce soir, le goitre n'est pas une affection banale. Comme nous pouvons l'imaginer, le goitre peut donner un AVC, n'est-ce pas? Il peut donner un arrêt cardiaque, il peut nous amener à l'hypertension artérielle, au diabète. D'où ce soir, vous allez faire encore appel à la population de ne pas négliger cette affection, n'est-ce pas, professeur? Oui, je crois que, comme je l'ai dit au départ, dans le temps, on disait que les goitres, les grands-parents disaient non, on avait ça, ça n'avait rien donné. Mais avec le temps, le taux de cancer augmente dans les proportions des goitres. Donc c'est pour ça, actuellement, nous conseillons, quand vous avez constaté que votre cou a augmenté de volume, il vaut me consulter et on va faire des analyses. On peut faire une cytoponction pour voir si c'est un cancer ou ce n'est pas un cancer. Si c'est petit et que ça ne pose pas un problème esthétique, on peut vous laisser, on vous surveille. Mais quand c'est gros, ça pose un problème esthétique, généralement, on va les enlever. Là, ça va vous épargner le risque qu'un jour, ça se transforme en cancer et ça va régler le problème esthétique.
Actuellement, nous disposons des hormones thyroïdiennes qu'on vend sur le marché qui coûtent moins cher. Donc, tu peux acheter, remplacer les sécrétions des hormones thyroïdiennes. Ah oui. Ouais. On trouve ça un peu dans toutes les pharmacies. Ah, d'accord. Voilà qui est intéressant. Alors, professeur, vous avez parlé, tout ce dont nous venons de parler, toutes ces maladies doivent être des complications liées à la thyroïde ou au goitre. Est-ce qu'il y a d'autres complications liées à cette affection? Pour cette affection, bon. Le pire, c'est le décès du patient. Ça, c'est oui. le pire, ça. Maintenant, au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres complications, professeur? Bon, les complications, c'est plus la complication esthétique. C'est-à-dire, il a un gros cou et il n'arrive pas, à chaque fois, il est obligé de manger son cou. Donc, la première complication chez les femmes, c'est ce problème esthétique qui les embête beaucoup. Et pour une femme, quand tu prends dans nos sociétés, il y a des moments où on désigne ces femmes de sorcières, surtout quand il s'agit d'une vieille dame. Ouais, donc c'est ce problème qu'il faut régler. Maintenant, en ville, chez les jeunes filles, il faut beaucoup plus penser au cancer de la thyroïde. Donc, même quand c'est de petite taille, il faut explorer pour éviter que ce soit un cancer. Puisque, généralement, les cancers n'apparaissent pas gros. Quand c'est gros, on sait qu'il y a de fortes chances que ce ne soit pas un cancer. Mais quand c'est petit, ça peut être un cancer. Donc c'est très important de faire attention aux petits goitres. Oui, il faut faire attention aux petits goitres. Surtout quand il s'agit d'une femme. Oui, ou d'un homme. Sinon, il y a moins d'hommes qu'on retrouve qui ont des goitres, mais les hommes sont plus susceptibles de développer les cancers que les femmes. Puisque chez l'homme, il n'y a pas un facteur favorisant en dehors du facteur alimentaire, alors que chez la femme, c'est les menstruations, les grossesses, l'allaitement qui entraîne le goitre. Donc, quand un homme a un goitre, on redoute. Chez la femme, on peut dire, bon, c'est le manque dû à l'allaitement, mais chez un homme, il faut redouter un cancer. C'est pourquoi chez les hommes, il faut explorer le goitre systématiquement. Alors, professeur, est-ce qu'une femme allaitante, une femme qui a le goitre peut allaiter aisément son enfant? Est-ce que c'est conseillé? Oui, une femme qui allaite, elle peut allaiter. Elle peut allaiter. Il n'y a aucun risque pour l'enfant? Il n'y a aucun risque. D'accord. C'est une bonne chose pour l'enfant. D'accord. Venons maintenant au traitement. Comment se fait la prise en charge du goitre? On sait qu'il y a la chirurgie, mais bon, dites-nous plus en détail, vous en tant que spécialiste, comment vous faites la prise en charge du goitre? Merci. La prise en charge du goitre est fonction de la cause du goitre. Si nous avons le goitre simple au début, donc c'est juste une hyperplasie par manque d'iode, on fait une supplémentation en iode, on conseille aux patients de manger le sel iodé et le volume de la glande thyroïde revient à la normale. Maintenant, si un nodule s'est déjà formé, on explore le nodule. S'il est bénin et il n'est pas gros, il ne pose pas un problème esthétique, c'est-à-dire la femme n'est pas dérangée à chaque fois qu'on lui pose la question « Qu'est-ce que tu as au cou ?» À moins de 2 cm, on conseille de surveiller. Donc on fait une cytoponction. Quand c'est bénin, on surveille ça. Maintenant, quand le nodule devient gros et il est visible, on conseille, il pose un problème esthétique et au même moment, on essaie de voir est-ce que ce n'est pas un cancer. Donc on conseille d'enlever la glande thyroïde, aller analyser et on fait une substitution en hormones thyroïdiennes. Maintenant, quand vous êtes devant des goitres où il y a une production importante des hormones thyroïdiennes qui entraînent la montée hypertensive, les insuffisances cardiaques, les ophtalmies, là, dans ce cas, on fait un traitement médical d'abord. Si le patient répond bien au traitement médical, on peut le laisser avec son traitement médical. Mais s'il ne supporte pas le traitement médical, dès qu'on a l'équilibre, on conseille d'aller enlever la glande thyroïde, on enlève le goitre. Et après, on remplace la glande thyroïde en prenant des comprimés qui contiennent les hormones thyroïdiennes. D'accord, professeur Amana. Alors, dites-nous, professeur, nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission.
Comment éviter ces dysfonctionnements de la glande thyroïde? Est-ce qu'il y a des aliments à éviter, des aliments à privilégier, des comportements à éviter, des comportements à adopter hein, pour que notre thyroïde ou notre glande thyroïde se porte bien? Oui, je crois qu'il y a des comportements qui permettent d'éviter ce dysfonctionnement de la glande thyroïde. Généralement, il y a des aliments qui empêchent l'absorption de l'iode. Donc, c'est ce qu'on trouve souvent dans les choux, les maniocs amers là. Ouais. Et il y a le soja qu'on a incriminé également. Ce sont des produits qui empêchent l'absorption de l'iode au niveau digestif. Il y a également, chez les femmes enceintes, il faut au cours de la grossesse augmenter la quantité d'iode à consommer. Donc, ce qui fait qu'il y a des pays où la femme enceinte déjà on prescrit une supplémentation en iode. Pour éviter que... Et chez nous, au Togo, est-ce que ça se fait? Chez nous, non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Ça ne se fait pas. Et également, on conseille également surtout de consommer le sel iodé. Et l'iode, parfois même on conseille à quel moment il faut mettre le sel dans la sauce. Il y a l'iode souvent qui est dénaturé par la chaleur. Donc on conseille aux dames de mettre le sel à la fin de la cuisson. D'accord. À la fin de la cuisson pour que le sel puisse... L'iode puisse être... Pour que le sel garde toute sa valeur. Ça garde toute sa valeur, oui. D'accord. Mais donc on a compris ce soir, le chou, il est incriminé, le manioc amer, il est incriminé, plus un troisième aliment. Le soja. Le soja, il est incriminé, surtout chez les personnes présentant déjà les risques de goitre. D'accord. Et maintenant, les aliments privilégiés, professeur. Les aliments privilégiés, ce sont des aliments qui contiennent de l'iode, donc généralement les produits de mer. Les poissons, les crevettes, les algues, les produits venant de la mer, on privilégie ça parce que ça contient de l'iode. Mais consommer toujours le sel avec modération. Consommer le sel iodé. Le sel iodé avec modération. Avec modération. D'accord. Alors, professeur Amana, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Quel est votre dernier message à l'endroit de la population qui nous regarde ce soir? Bon, à l'endroit de la population, tout ce que je peux leur conseiller, c'est de consulter quand ils ont une masse au niveau du cou. Bien qu'on dise qu'il y a 7% de cancer, quand le cancer évolue, les 7% sont condamnés. Or, quand le diagnostic est fait tôt, avec la chirurgie, le problème est réglé. Donc, nous avons perdu des patients comme ça. Donc, il faut consulter tôt dès que vous avez une masse au niveau du cou. C'est ça qui va permettre d'éviter toutes sortes de désagréments. Maintenant, consommer le sel iodé, comme on l'a dit, et éviter les aliments qui ont des produits qui provoquent le goitre. Merci beaucoup, professeur Amana. Je rappelle que vous êtes otorhinolaryngologiste, chef service ORL et chirurgie cervico-faciale du CHU Sylvanus Olympio. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Très bientôt pour un nouveau sujet santé, professeur. Sans problème. Merci bien, au revoir. Au revoir. Ce lien nous amène donc à la deuxième et dernière partie de cette émission et j'ai l'honneur de vous introduire Dr Norbert Nyanyam. Il est médecin généraliste. Dr Norbert, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est un plaisir de vous recevoir une fois encore dans les studios de la TVT pour parler santé. Le plaisir est partagé. Et avec vous, nous parlons des soins à apporter aux personnes fragiles, surtout en ces temps de mousson où il fait particulièrement froid et il pleut. Alors dites-nous, en cette période de mousson où souffle va particulièrement froid, quels peuvent être les risques de maladies liés à cette période? Merci. Comme vous l'avez si bien dit, la mousson donne le lit à un vent particulièrement froid qui est souvent associé de précipitations. Et ce contexte climatique parfois peut être le lit à certaines affections, certaines maladies que vont subir certaines couches de la population. Et il va avoir en tout cas une répercussion en général sur toute la population.
parlant de des maladies que ces précipitations ou ce mouvement climatique peut prédisposer, généralement, on va distinguer les maladies qui vont être plus liées à la précipitation, c'est-à-dire aux pluies et l'eau, qui va poser le lit donc à la pullulation de certaines gerbes et certains vecteurs de maladies. Je vais nommer en premier lieu le paludisme, dont les flaques d'eau et l'eau de ruissellement vont poser le lit du développement des larves. Également, nous allons aussi énumérer dans ces maladies le choléra aussi qui est lié à l'eau sale, à l'eau de ruissellement et aux mauvaises hygiènes des mains et des aliments que nous allons prendre. Mais également, nous allons pouvoir citer aussi les gastro-entérites qu'on va voir plus fréquemment au cours de la mousson lorsqu'il y aura des précipitations. Docteur, quand on parle de gastro-entérite, c'est trop compliqué. On parle de quelle maladie par exemple? Quand on parle de gastro-entérite, c'est tout ce qui va être lié à une souillure des aliments que la personne va ingérer et cela va se manifester plus pratiquement par des manifestations au niveau du ventre, par des selles. La personne va aller fréquemment aux selles peut-être, mais également associé aussi parfois à des vomissements. Donc la gastro-entérite, ça regroupe un certain nombre de manifestations et que le médecin va pouvoir diagnostiquer et traiter efficacement. Est-ce qu'on ne peut pas incriminer aussi les maladies respiratoires en ces périodes? Les maladies respiratoires, quant à elles, comme je l'avais dit un peu plus haut, il y a les maladies qui sont liées aux précipitations. Maintenant, il y a les maladies aussi qui vont survenir et qui sont plus dues au vent froid humide qui va souffler. Également, comme vous l'avez si bien dit, les maladies respiratoires comme l'asthme, où on va avoir des recrudescences au cours des moussons parce qu'il y a le vent froid qui va souffler, mais également dans notre contexte tropical, il y aura également les plantes qui vont se développer avec la pullulation des graines de pollen, également qui peuvent être sujets chez les personnes prédisposées, comme les asthmatiques, à avoir des recrudescences pendant cette période. Mais également, il y a aussi une maladie dont souffre une grande frange de la population, notamment la drépanocytose, dont on va voir les crises encore survenir plus fréquemment au cours de la mousson. Hormis cela, chez certaines personnes qui souffrent de rhumatisme articulaire également, on peut avoir des poussées au cours de la période de mousson. Vous l'avez dit dans votre introduction tout de suite, qu'il y a certaines couches de personnes qui sont susceptibles de faire des maladies plus que d'autres en ces temps de mousson. Quelles sont les personnes les plus exposées aux maladies en ces périodes de mousson? Déjà, quand nous avons cité les différentes maladies, il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui ont des prédispositions, notamment sont les asthmatiques, ce sont les drépanocytaires, ce sont ceux qui ont des affections rhumatismales, donc le rhumatisme articulaire. Donc, ce sont des personnes qui sont déjà très prédisposées à avoir des problèmes au cours de la mousson. Mais également, il faut citer les franges d'âge extrêmes, c'est-à-dire les tout petits. Parfois, ils jouent à longueur de journée dans les eaux sales et ne se lavent pas les mains toujours avant de manger. Et ces enfants, donc, qui sont très vulnérables, très exposés, peuvent également en souffrir. Mais également, on peut citer parmi eux aussi les femmes enceintes, parce que le paludisme est très grave pour une femme enceinte. Et c'est la période où on a plus de paludisme. Également les personnes âgées, parce que souvent, il n'y a pas autant d'assistantes pendant ces moments froids pour leur apporter ce dont ils ont besoin. Et quand le temps est dur, ce n'est pas facile pour une personne déjà fragilisée par l'âge de sortir pour se vaquer à ses préoccupations ou bien se soigner. Donc, ce sont des franges de population qui sont franchement exposées au cours de ces moments de mousson. Vous venez de parler des personnes âgées et justement l'équipe de santé d'abord a fait le tour chez une personne âgée. Direction Yokwe, où nous vous emmenons chez Mémé Anna, une personne du 3e âge toute particulière. Qu'est-ce qui la diffère des autres personnes de son âge? Nous avons réussi à lui arracher quelques mots ainsi qu'à sa fille Claudine. Suivez. Il n'y a pas de son.
ai mà mấy người ngủ bù nên như là mình phải tới chỗ ở club là ta cô ở phía bên mình phải là làm mà lấy cô ở club đi là ta cô ở chỗ em mà phong như thế cả cái bữa rồi ngon cả bữa lên Elle se porte bien, mais c'est son pied et sa tête qui lui font des fois mal. Elle ne dure jamais avec de l'eau froide. Elle prend du thé le matin, de l'huile avec du lait. Midi, elle prend la pâte. Et le soir, elle prend la soupe ou bien bouillie. Son plat préféré, c'est foufou. C'est maintenant, ce temps-là, le temps de la mousson là, elle ne veut plus manger de foufou. Elle prend seulement la soupe, un peu du foufou. Ce temps-là, c'est la pâte qu'elle aime, avec légumes, boma, et c'est comme ça. Elle aime manger la viande de chèvre, la viande de bœuf, c'est ça qu'elle aime manger. Et la viande du porc, c'est ça qu'elle aime manger. Elle n'aime pas du tout les poissons. Si tu fais la pâte avec légumes, elle va manger avec crabe et akpama, le poisson là, elle mange ça bien. Elle prend du fer, du calcium, du magnésium, les anti-inflammatoires, les antibiotiques. Elle serait dans sa chambre. Je change ses draps une fois par semaine, 8 jours, 8 jours. Je change ses draps. Elle n'aime pas dormir sur moustiquaire. Mais chaque nuit, je prends ceux de mes trucs de l'insecticide dans sa chambre. D'abord, il faut lui préparer ce qui le plaît pour bien manger. Je lui demande des fois, qu'est-ce que tu vas manger? Il dit, je vais manger ceci, ceci, ceci. À ce temps de mousson-là, elle n'aime pas froid. Elle aimait les fruits avant, mais maintenant, là, si elle prend du fruit, elle fait la diarrhée. C'est certains fruits qu'elle prend maintenant, pommes, et tout ce que tu lui donnes, pommes, elle mange ça. Il faut donner beaucoup d'eau aux personnes âgées. Ils doivent prendre leurs médicaments régulièrement. Docteur Norbert, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez vu Mémé Anna Atiglini, une mémé toute particulière. Eh bien oui, c'est très beau de voir encore les personnes de troisième âge s'exprimer avec autant de joie. Et puis bon, elle s'est exprimée et puis elle est bien entourée par le cocon familial à ses petits soins. C'est ce que nous voulons pour ces personnes du troisième âge, surtout pendant ces temps de mousson. Comment pouvez-vous nous expliquer le cas de Mémé qui, malgré son âge, ne sent pas le froid? Ben, vous savez, par rapport au froid, par rapport au climat, nous avons tous des susceptibilités qui varient d'une personne à l'autre. Et souvent, il y a des personnes, eux, ils sont construits pour ne pas avoir trop le froid, si je peux utiliser ce terme. Et c'est le cas de cette grand-maman qui dit qu'elle ne sent pas le froid, mais qui a que des douleurs au niveau des articulations et parfois au niveau de mal un peu à la tête, qui sont des affections courantes qui arrivent à son âge. Donc c'est la susceptibilité individuelle qui font que certaines personnes ont froid, sentent tellement le froid, tandis que d'autres ne le sentent pas. Mais également, par rapport à la répartition géographique sur le globe terrestre, il faut dire que ceux qui vont vivre plus au niveau des tropiques sont construits pour supporter la chaleur. C'est vrai que ça, c'est le terme, c'est en général, c'est comme ça que nous réfléchissons. Et ceux qui sont vers les pôles, dans les zones un peu plus froides, ils ont une composante un peu plus graisseuse qui leur permettent de résister au froid. Donc, vous allez voir que ces personnes résistent plus au froid que nous. Mais, généralement, comme on le dit, c'est la susceptibilité individuelle qui font que des personnes, comme la grand-maman, ne sentent pas le froid, tandis que les autres font sentir le froid et vont grelotter. C'est vrai qu'elle vient d'une région montagneuse du Togo. Voilà. Peut-être c'est ça qui explique aussi le fait qu'elle ne ressente pas trop le froid en ces périodes humides. Voilà. Vous avez écouté aussi sa fille qui a parlé un tout petit peu de son alimentation, de comment on prend soin d'elle. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Ben, elle a été très, très explicite et je pense que c'est une dame qui est quand même assez avertie dans la prise en charge des personnes du troisième âge.
C'est ce que nous avons généralement en Afrique. Toujours les grandes personnes, les personnes du troisième âge vivent dans un cocon familial. Et si on a une personne aussi avertie que cette dame qui prend soin de la mémé, je pense que c'est l'idéal. Et puis elle a parlé de beaucoup de choses, les légumes que mémé aime, les fruits également. Mais tout le corollaire qu'elle a donné, tout est important. Elle a dit quelque chose de très important. Elle donne assez d'eau à la grand-maman. Parce que le contredit, c'est qu'au cours de la mousson, l'air est humide, on ne sent pas trop la soif et on a tendance à boire moins. Donc, il faut quand même boire assez, voire apporter autant de liquide pendant la mousson que pendant un temps un peu sec. Il ne faut pas attendre à avoir soif, il faut apporter régulièrement de l'eau. Et elle a su bien dire, les personnes du troisième âge ont besoin qu'on leur apporte régulièrement de l'eau pour leur santé. Également, elle a parlé des légumes, des fruits, des crudités également. C'est très louable. Cependant, il faut veiller vraiment à l'hygiène de ces légumes et des crudités. Parce que c'est pendant ces moments qu'il y aura, comme je l'avais dit, une pullulation des germes. Et donc, s'il y a une défaillance au niveau des soins alimentaires, cela peut entraîner, elle a dit, la diarrhée chez ces personnes-là. Donc, félicitations à cette maman qui prend soin de mémé. Elle donne beaucoup d'eau à la vieille pour éviter la déshydratation qui est très dangereuse pour les personnes âgées. Mais dites-nous, docteur, pendant ces temps de froid, il n'y a pas que les personnes âgées qui sont susceptibles, qui sont exposées à des maladies, mais il y a aussi les tout petits enfants, vous l'avez dit, comment prendre soin maintenant des tout petits enfants. Au niveau de la prise en charge des enfants, il faut le dire, les tout petits qui viennent de naître, les nourrissons, ils sont quand même assez protégés avant de venir. Parfois, on a tendance à les surprotéger, mais ce sont des êtres qui sont quand même aguerris avant de venir. Le bon Dieu fait bien les choses, mais notre partition sera celle de continuer par les protéger. Donc, quand ils sont à l'intérieur d'une chambre, il faut éviter qu'ils prennent des courants venant directement de l'extérieur, bien les couvrir dans un environnement avec une température assez acceptable, tout en évitant les courants d'air. Et faire bien l'entretien des maisons, éviter tout ce qui est poussière, éviter tout ce qui est irritant pour les nouveau-nés. Maintenant, quant aux enfants aux petits-enfants et aux grands-enfants qui jouent beaucoup, pendant cette période de mousson, pour éviter qu'ils aient des parasitoses, il faut vraiment les contrôler, les inciter au lavage des mains, surtout que parfois ça coïncide avec des moments de vacances. Ils jouent beaucoup et c'est bien qu'un enfant joue, mais cependant, il faut vraiment veiller à l'endroit, au milieu dans lequel ils sont en train de jouer, pour qu'ils ne s'amusent pas dans les flaques d'eau, parce que ça peut leur entraîner aussi des maladies en s'amusant dans ces eaux très sales, et l'hygiène alimentaire. Voilà ce qui concerne les enfants. Et en zone rurale, faire attention à ce que les enfants n'aillent pas dans les rivières et marigots au risque d'attraper la bilharziose. Bien sûr, on se baignait, les enfants ont toujours tendance, dans le milieu rural, au retour du champ, de faire une escale au niveau des marigots pour se baigner. Donc, toujours, il ne faut pas laisser les enfants seuls donc, sur ces trajets. Il faut toujours les accompagner et les inciter à connaître, à savoir que ces marigots sont souvent le lit de certaines maladies et qu'ils devront éviter. Surtout dans le milieu rural également, les personnes, les enfants comme les personnes âgées doivent éviter, se protéger les pieds contre ce que nous allons appeler les pieds d'athlète, parce que ça peut s'infecter également, ces pieds d'athlète. Et si on ne sait pas s'y protéger, on peut franchement avoir des petites complications et qui ne sont pas très agréables à voir. Les pieds d'athlète sont les plaies entre les orteils. Entre les orteils, voilà, qui surviennent quand on marche dans les flaques d'eau, dans l'eau souillée à répétition. D'accord. Je crois que le message est passé et les parents sont à l'écoute et ils vont y veiller. Docteur, l'utilisation des pommades salicylées, Vitago, 1 minute et tout ce que nous avons sur le marché, est-ce que ces pommades salicylées apportent quelque chose à notre santé? D'aucuns les appliquent même dans les narines, d'aucuns les inhalent et tout et tout. Vous savez, on a maintenant une panoplie de produits salicylés. Les produits salicylés ont une vertu qui est reconnue à cause de l'effet chaud. Parfois, c'est mentholé. Et cela apporte quand même une relaxation, souvent quand on l'applique franchement
sur les parties molles comme les muscles et tout cela. Ça entraîne une relaxation et ça permet quand même d'avoir un confort de vie. Cependant, les appliquer au niveau des orifices, parfois, elles peuvent au contraire irriter les narines et aggraver même ce qu'on n'avait pas. Parce que si ça irrite les narines et il y a une infestation, on peut facilement s'infecter ou bien avoir une pneumonie, tout cela. Maintenant, les avaler, parfois nous ne connaissons pas complètement les expiants, la composition, les expiants qui sont dans ces produits mentholés. Est-ce qu'ils apportent un avantage? Est-ce qu'ils ne sont pas délétères pour la santé? C'est pourquoi généralement les produits salicylés sont acceptés cliniquement en application externe et non sur les muqueuses. C'est très important, pas sur les muqueuses, mais en application externe. Certains parents vont même jusqu'à les appliquer dans le rectum. Ah bien oui. Les enfants, ce qui n'est pas toujours agréable. Pour traiter ce que nous appelons généralement dans notre jargon habit. Donc il faut quand même éviter au maximum d'utiliser, de s'automédiquer par ces voies-là. Mais en utilisation externe, vous voyez, il n'y a pas trop de problèmes parce que sur la peau, on revient un peu fatigué, on veut faire un petit massage au niveau musculaire, on le fait. Il y aura un bénéfice sur la santé. Autant aussi dire qu'il faut savoir aussi comment faire ce massage-là parce que les massages sont bien codifiés également. Mais là-bas, elles sont plus tolérées que de les utiliser dans les muqueuses et les avaler, quoi. Voilà. D'accord. Alors, docteur, Madame Anna se douche à l'eau chaude. Ce qui est intéressant, dites-nous à partir de quel âge doit-on se doucher à l'eau chaude au quotidien? Est-ce que ça nous apporte, ça nous fait d'abord du bien? Est-ce que ça nous apporte quelque chose de bien? Oui, en termes de santé, vous savez, l'eau froide, l'eau plate et l'eau chaude ont leur application thérapeutique. Et il faut savoir que l'eau chaude, quand on parle d'eau chaude, ce n'est pas une eau bouillante, c'est une eau tiède qu'on va prendre pour se doucher. Parce que si on se douche avec une eau qui est très chaude, au lieu que ça apporte un bénéfice, nous allons nous léser la peau. Vous savez, vous revenez du travail bien fatigué pendant ces moments froids, vous prenez une douche chaude, cela va entraîner, comme je l'avais dit au niveau des produits salicylés également, une relaxation des muscles et cela va vous entraîner, va vous permettre vraiment de vous équinquer et de vous reposer. Vous voyez. Mais généralement, ça ne peut pas être tout le temps quotidien. Généralement, nous conseillons à la population de se doucher avec une eau plate, c'est-à-dire une eau qui a la température de l'environnement dans lequel on se trouve, donc une eau qui est plate. Maintenant, on peut de temps à autre utiliser de l'eau tiède pour son bain et cela va apporter un bénéfice, non seulement la relaxation musculaire, mais également va libérer les pores et tout cela. Voilà. Et ça apporte un bénéfice sur la santé. Surtout pendant le moment froid, ben, il ne faut pas hésiter, quand on a froid, de prendre une douche chaude, une douche tiède. Merci beaucoup, docteur Norbert Nyanya. Nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Nous avons parlé de maladies opportunistes en ces temps de mousson. Mais dites-nous, comment prévenir ces maladies? Pour prévenir ces maladies, nous l'avons déjà suggéré dans le haut. En amont, oui. Les causes pour le paludisme, par exemple. On avait dit dans ce tournage que nous avons vu Mémé, et on a dit quelque chose là-bas, elle se couche face au moustiquaire. Elle n'aime pas se coucher au moustiquaire. Cependant, on utilise les répulsifs, c'est-à-dire, comment on appelle ça, les aérosols. Donc, il faut que les gens apprennent à se coucher sous le moustiquaire. De temps en temps, nous entendons certaines appréhensions que quand on se couche sous le moustiquaire, on étouffe. Non, ben, c'est la première appréhension. Quand on commence par se coucher régulièrement, on s'y habitue. Également, on peut mettre au niveau des fenêtres des barrières, des mesures barrières, comme une sorte de filtre de moustiques, des grillages. Ça permet quand même de limiter le flux des moustiques. Utiliser les répulsifs, sauf que pour les répulsifs, il y a certaines personnes qui sont très sensibles aux composants de ces aérosols. Donc, il faut faire attention si on se sait sensible. Également, le soir, il faut porter des tenues en manches longues, et généralement des pantalons. Cela évite d'exposer tout le corps à la piqûre des moustiques. L'environnement dans lequel nous nous trouvons doit être maintenu propre. Il faut éviter les flaques d'eau, il faut
il faut libérer les pneus qui sont là, et qui ne servent plus et dans lesquels l'eau stagne. Au niveau des caniveaux dont nous disposons dans notre milieu, il faut veiller à ne pas jeter du n'importe quoi dans ces caniveaux, mais également par rapport à l'hygiène publique, également souvent les vider et permettre que l'eau s'écoule plus facilement. Désherber les alentours de la maison également contribue à aider contre la lutte contre le paludisme. Concernant le choléra c'est une maladie qui est liée à l'eau sale, à la mauvaise hygiène des mains. Donc il faut toujours se laver les mains après les selles, avant de manger, après avoir mangé. Il faut toujours laver les légumes et les crudités très bien. Il faut éviter de boire n'importe quelle eau. Il faut boire une eau qui est potable. Et au niveau de l'assainissement aussi, il faut savoir implanter les sanitaires et les points d'eau. Ça, c'est très important dans la lutte contre le choléra et des maladies, des germes qui entraînent les problèmes de ventre, des gastro-entérites. Donc, ça rentre tout cela dans la prévention. Maintenant, pour les personnes qui sont sujets dont nous avons parlé tantôt, les drépanocytaires et les asthmatiques. Les asthmatiques, ils doivent avoir toujours sur eux, pendant cette mousson, qu'ils se déplacent pour aller au service, qu'ils voyagent, leur bronchodilatateur, c'est le médicament qu'ils pompent au niveau pour pouvoir dilater les poumons quand la crise survient. Mais également connaître, savoir où visiter, avoir des mesures de protection contre le froid, porter des habits chauds pour les drépanocytaires et les asthmatiques se révèle d'un grand bénéfice. Et le soir également, il faut rester à l'intérieur, il faut rester plus à l'intérieur qu'à l'extérieur où souffle un vent froid. Voilà essentiellement ce que je peux dire dans la prévention des maladies pendant cette période de mousson. Vous avez dit de bien laver les légumes, alors dites-nous, docteur, avec quoi doit-on laver nos légumes? De l'eau salée? Vous savez, comment doser l'eau de javel? Voilà, tout ça prend. L'eau de javel, bon, il faut pas en utiliser à l'excès. Généralement, quand on a une eau propre et qu'on veut laver ses légumes, on y ajoute une quantité assez raisonnable. Sur certains couvercles, il y a des mesures. Le couvercle, généralement, d'eau de javel, je ne parle pas de l'eau de javel, les poudres de javel, je parle bien de l'eau de javel. Le couvercle est une mesure. Généralement, pour une certaine quantité d'eau, on vous dira, si vous prenez 10 litres d'eau, il faut mettre un couvercle ou deux pour pouvoir désinfecter les aliments. Donc, sur chaque couvercle, il s'est mentionné le protocole d'usage pour pouvoir bien doser et avoir une bonne concentration afin de pouvoir éliminer les microbes. On ne prend pas tout l'eau de javel pour verser ou bien on ne met pas une quantité inférieure. Donc, il y a le dosage sur le couvercle là qu'on doit appliquer. Et bien rincer après. Et bien rincer, surtout bien rincer. Et maintenant consommer. Maintenant, quand on n'a pas une eau potable, nous sommes en milieu rural, l'eau que nous devons utiliser, généralement pour laver les légumes ou les crudités, c'est simple. Il faut chauffer l'eau. Quand vous chauffez l'eau, vous avez un peu de sel également. Nous l'avons appris quand nous allons en milieu rural. On n'a pas toujours de l'eau de javel à portée de main dans les boutiques, mais quand on a un outil, c'est le sel. Généralement, nous mettons un peu de sel dans de l'eau préalablement bouillie et qui a refroidi. On met les légumes dedans pendant quelques minutes, parfois 5 à 10 minutes, et on retire le légume qu'on va maintenant rincer suffisamment et consommer. Ça apporte quand même aussi un bénéfice. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Dr Nyamnyane. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste. Merci de répondre toujours à notre appel. C'est toujours avec plaisir et le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est fini pour ce numéro de Santé d'abord aussi que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Un remerciement à tous ceux qui ont contribué en tout cas à la réalisation et à la réussite de cette émission. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour un nouveau sujet santé. Au revoir et à très bientôt.